Salut à tous, c'est Mathieu, bienvenue dans cette 5e vidéo dédiée à la gestion multijoueur et vous allez voir, ce qu'on va faire aujourd'hui c'est extrêmement simple même si c'est ma deuxième prise parce qu'après avoir beaucoup échangé ce matin sur ma chaîne Twitch avec la communauté, on vous a préparé ce petit bijou de tuto. On va revenir en fait sur ce que je vous avais dit sur la vidéo précédente, à savoir le fait de devoir gérer qu'il n'y ait pas trop de joueurs simultanément dans la partie, parce que même si effectivement quand on va créer une partie, et je vous rappelle que pour créer une partie ça se passe ici dans notre menu principal, quand on va appuyer sur le Create Session, ce qui va se passer c'est que donc on va créer une session en déterminant bien un nombre de maximum de connexions que l'on souhaite, mais en fait réellement si on clique, s'il y a plusieurs joueurs qui en même temps vont cliquer sur le bouton rejoindre, en fait votre programme il va pas gérer le truc, il va laisser passer tout le monde, et donc on peut avoir beaucoup plus de joueurs que ceux qu'on souhaite. Alors la première chose déjà qu'on va faire, c'est retourner dans notre dossier ici de level, dans le dossier game, et comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, dans le cadre de ce tuto, pour chacun des niveaux, on crée un game mode et toutes les classes parallèles qui sont indispensables pour le bon fonctionnement du jeu, comme notamment le player controller et le game state. Bien évidemment, on en a parlé tout à l'heure en live, vous pourriez très bien créer un game mode par an dans lequel les différents game modes iraient taper, mais le but du jeu là, c'est de rester le plus simple et compartimenté possible, mais après, libre à vous de prendre votre aise, vos aises quand vous serez justement à l'aise avec le multi. Donc ici, on va créer une nouvelle classe qui va être un game mode exactement comme on l'avait fait pour le lobby. On va l'appeler gm_game comme la map du jeu. On va ensuite créer une nouvelle classe qui est le player controller qu'on va appeler PC Game. Et enfin, on va créer une autre classe qui va être un game state et que l'on va appeler game state, donc gs_game. Et donc, on se retrouve avec tout ça. CTRL-SHIFT-S pour enregistrer tous ces fichiers fraîchement créés. On va ensuite, toujours dans cette map de game, aller dans les world settings et dire comme quoi on vient mettre notre game mode de jeu que l'on vient de créer. Et enfin, on rentre dans le game mode. Et dans le game mode, on va dire pour le game state, on prend notre game state que l'on a créé fraîchement, le game state game. Le player controller, c'est le PC game. Et enfin, le default point class ici, on va dire qu'on n'en prend pas. Et vous allez voir pourquoi dans un instant. On va nous-mêmes spécifier le fait qu'on attribue telle classe à un personnage quand il va rejoindre la partie de jeu. On pourrait passer différemment, mais c'est l'occasion de vous montrer diverses fonctionnalités. Ok, donc là, à ce stade, ce qu'on vient de faire, créer un game mode et tout ça, ça ne va rien changer au fonctionnement du jeu par rapport à ce que nous avions précédemment, si ce n'est que là, si je teste, en fait, on n'aura juste pas de personnage quand on va arriver sur la map de jeu. Donc je vous le disais, le but du jeu, c'est de dire, ok, quand il y a un joueur qui va essayer de rejoindre la partie, le fait de filtrer. On va pouvoir filtrer à deux moments. Tout d'abord, dans l'UI principal ici. Je vous rappelle le principe, on clique d'abord sur un Find Session qui va lister les sessions dans la vertical box qui est à droite. Ces sessions vont rester affichées. Et ensuite, quand le joueur va cliquer dessus, ça veut dire qu'il va cliquer sur l'autre élément de widget qu'on avait créé qui s'appelle Server Info, qui est celui-ci. Il va donc cliquer sur le bouton et c'est en cliquant sur ce bouton de Join Session qu'il va rejoindre la session. Là, le but du jeu, ça va être de mettre une étape intermédiaire. C'est-à-dire qu'au lieu de dire on va directement rejoindre la session, on va d'abord rechercher à nouveau cette session, voir si elle existe toujours, parce que si cette session existe toujours, ça veut dire qu'il y a toujours des slots disponibles dedans. Je vous l'avais dit aussi dans la vidéo précédente, mais j'étais passé très vite dessus. Dans ce widget, là, effectivement, quand on le crée, on lui fait passer ici une variable avec les informations sur la session. Et si on fait un get ici, on retrouve bien notamment le nombre de joueurs actuels et tout ça. Mais ça, réellement, cette donnée-là, on l'a, mais au moment où on a créé ce widget, c'est-à-dire au moment où le joueur a cliqué sur l'autre bouton qui est le Find Session. On crée ce bouton, ça veut dire qu'on crée autant de widgets comme celui-ci que ce qu'on a de sessions, et c'est au moment de la création de cette chose-là qu'on renseigne cette information. Mais après, elle n'est pas mise à jour. Raison pour laquelle on ne peut pas se baser là-dessus. Et raison pour laquelle il nous faut refaire un Find Sessions pour essayer de la retrouver. Alors la question, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir retrouver cette session qui va être listée ici à un moment que l'on va afficher. En fait, on est obligé au moment de la création de session de rajouter un paramètre complémentaire lors de la création de session. Et ça va se passer ici, quand on crée la session. On va venir dans les extra settings ici. Et là, on va pouvoir rajouter un élément. Comment est-ce qu'on va faire? On voit que c'est un tableau. Du coup, on va taper make. Et ici, on va pouvoir rajouter un élément de tableau. Alors, on peut rajouter autant d'éléments que l'on souhaite, bien entendu. Mais nous, l'idée, c'est de se dire, ok, on va rajouter un élément. Et cet élément, ça va être un identifiant unique pour notre partie, pour notre session. Et là, si jamais vous ne vous rappelez pas ce qu'il faut, moi je ne me rappelle jamais, du coup c'est la raison pour laquelle je vais vous montrer comment je fais, je vais tout simplement utiliser l'exemple qui nous est donné quand on télécharge le plugin de Advanced Session. Je retourne sur mon bureau
Et dans le dossier Advanced Session, vous avez dans le dossier Exemple Blueprint, vous avez justement une classe ici qui vous permet de pouvoir récupérer, de voir en fait comment le créateur du plugin utilise ça. Donc vous copiez ceci, vous allez ensuite dans votre document, puis Unreal Project, puis votre projet sur lequel vous travaillez là-dessus. Puis dans le dossier Contents, et là vous allez coller, moi je l'avais déjà fait, vous collez ce fichier exemple. Du coup, une fois que vous l'avez collé là-dedans, vous pouvez revenir dans votre projet. Vous allez à la racine de votre projet et ici, en cliquant sur l'exemple Advanced Session, vous allez retrouver justement tous les exemples qui vous sont donnés pour l'utilisation de ce plugin. Et là, ce qui est cool, c'est que justement, quand il crée une session, donc on va le retrouver ici, le Create Advanced Session, vous voyez qu'il vous montre comment passer des paramètres comme ça, des extra paramètres. Donc effectivement, on fait un tableau. Et ce tableau, on vient l'alimenter avec cette fonction qui s'appelle Make Literal Session Property String qui va vous permettre de pouvoir créer une propriété de type string. Et nous, c'est ce qui va nous intéresser ici. Donc, je copie simplement ceci, mais on pourrait tout simplement retrouver la fonction. Si je retourne dans mon UEmail au moment où je crée la session ici, si je fais Make Literal, on devrait retrouver à peu près, voilà, on les a ici dans les Advanced Sessions, on va retrouver les différents types de variables que l'on va pouvoir créer. Donc nous, en l'occurrence, ça va être un string, mais on pourrait créer un booléen, un byte, un float, etc. Donc, moi, je vais coller directement celui que j'ai pris de l'exemple et le relier à mon tableau. Donc là, ça veut dire qu'on va créer une propriété de type string. Son nom, sa clé, ça va s'appeler GameName, on pourrait l'appeler comme on veut. Et ici, on viendra rajouter de façon dynamique un identifiant unique qui va représenter les serveurs. Donc là, je laisse ça, mais attention, si vous simulez avec plein de serveurs différents, il faut vraiment ici venir renseigner une valeur unique parce que sinon, ça veut dire que vous aurez plusieurs serveurs qui auront le même nom et donc du coup, ce qu'on va faire va bugger. Moi, pour l'exemple, je reste simple, je mets ça. Ici, on pourrait mettre le nom du joueur, on pourrait donner la possibilité au joueur quand il va créer la session, de donner un nom à son serveur. Bref, il y a plein de choses à faire avec attention des vérifications derrière, voir si le nom du serveur qu'il donne n'est pas déjà pris, par exemple. Donc, il y a pas mal de choses à faire derrière. Une fois qu'on a fait ça, ça veut dire que quand on va créer cette session, du coup, le nom du serveur va exister. Donc, on va avoir une propriété ici dans les extra settings qui nous permet d'identifier ce serveur. Ça veut dire que cette information, maintenant, quand on retourne dans le widget UI Server Info et qu'on va cliquer sur notre bouton Join Session, on va pouvoir faire ici une fonction qu'on connaît qui s'appelle Find Session Advanced. Ici, le paramètre, c'est le getPlayerController pour faire référence au contrôleur du joueur. Et donc là, on va pouvoir, dans les filtres, on va pouvoir dire, OK, là aussi, on va faire un tableau et on va pouvoir demander, on va pouvoir venir filtrer ici nos informations. Nous, on veut que ce Find Session Advanced, il nous retourne les sessions qui ont pour nom le nom qu'on va lui donner. Alors pareil, on peut retourner dans l'exemple pour voir l'exemple qui nous est donné par les créateurs du plugin. Quand on utilise le Find Session ici, comment est-ce qu'on va justement récupérer les informations que l'on a rentrées en paramètres. Vous voyez qu'on fait un tableau depuis le filtre et on va utiliser cette fonction-là qui va nous permettre de faire une vérification, savoir si c'est égal à la valeur que l'on a renseignée précédemment, autrement dit, savoir si on a justement cette égalité que l'on cherche sur l'ID de notre serveur. Donc, je vais copier ceci, je vais retourner dans mon UI Server Info, je vais coller ça, et par la même occasion, si je fais Make Literal Session, voilà, on retrouve ici toutes les fonctions, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, qui va nous permettre de pouvoir faire exactement ce qu'on a fait tout à l'heure en fait. Donc là, on va faire notre égalité, on va vérifier si justement, on va créer notre filtre en fait, mais regardez, il nous manque un dernier élément ici, qui est de dire, ok, tu veux faire une égalité, mais nous, il faut qu'on vérifie par rapport à quoi en fait. C'est-à-dire que la liste des serveurs qu'on va retrouver, on va la comparer, mais par rapport à quoi? Là, pour le coup, on peut récupérer notre variable session info, parce que même si elle ne met pas à jour en temps réel le nombre de joueurs, etc. disponibles dans la session, pour autant, les extra settings qui sont notamment l'identifiant unique du serveur tel qu'on le fait, ça ne va pas bouger, c'est créé une fois. Donc on peut récupérer ça et on va pouvoir venir depuis cet élément-là, non pas le relier comme j'ai essayé de faire ici, mais depuis cette variable de session, on fait un get et on va récupérer les extra settings. C'est une fonction qui est disponible de base avec le plugin qu'on a installé. Donc on va relier notre pin d'exécution ici. Donc depuis la session, on récupère les extra settings et les extra settings ici, on va venir récupérer celle qui nous intéresse, le paramètre qui nous intéresse. Du coup, je fais un get en référence de l'index 0 puisque de toute façon, on n'a créé qu'un seul paramètre personnalisé. Donc forcément, c'est le premier élément du tableau. Et donc là, je sais que je vais faire référence ici au nom de mon serveur. Et c'est cette information-là que l'on va venir renseigner ici. Donc là, on est en train de dire... Tu vas comparer en fait, tu vas filtrer ici par rapport au nom du serveur. Si je dois simplifier à fond, c'est ce qu'on est en train de faire par rapport à ça. Et enfin, on peut faire notre Find Session.
Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le find session ici va être exécuté. Attention, il va toujours retourner success, c'est-à-dire qu'il va rechercher une session, que ce soit pris en compte, enfin qu'il trouve quelque chose ou pas. Dans tous les cas, il va success ici, c'est-à-dire qu'il aura fait sa recherche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on va vérifier ici la longueur du tableau. C'est-à-dire que si il va nous retourner un serveur avec le nom en question, le tableau ici, on va faire la longueur du tableau, le length. Ceci va nous retourner 1. Ça veut dire qu'effectivement, il aura bien trouvé la partie qui a pour nom, qui a pour en tout cas serveur l'identifiant qu'on lui a donné. Et du coup, dans ce cas-là, sur le success, on peut aller plus loin, on peut dire, OK, le joueur à ce moment-là peut rejoindre la partie. Donc ça va être un premier filtre qui va nous permettre à chaque fois qu'on va cliquer sur le bouton pour rejoindre une partie, de faire une vérification, de dire OK, on va refresh quand même la liste des serveurs et vérifier si dans la liste des serveurs, il y a toujours le serveur qui a pour l'identifiant celui qu'on souhaite. Attention, ici c'est 1, par contre, c'est pas 0. Si la longueur est égale à 1, ça veut dire qu'on a trouvé le serveur. À ce moment-là, on peut rejoindre la session. On va tester tout de suite notre script, vérifier si ceci fonctionne bien. Donc pour faire ceci, je vais retourner dans ma map de menu. Dans la map de menu, je vais venir ici, je vérifie que je suis en standalone, je mets 6 clients, il n'y a pas de problème, et je vais lancer mon exécution pour pouvoir tester ceci. Donc là, ça me lance mes différents clients, donc je vais me positionner comme ça, je crée une session avec l'un d'eux, peu importe lequel. Sur les autres, je fais des find sessions, voilà. Et une fois que ça aura trouvé la session, donc le premier, je vais cliquer dessus et ça va m'envoyer sur le lobby. Le deuxième, j'attends que le premier aille déjà dessus. On va le faire étape par étape. Voilà, donc j'ai 2 joueurs. Je vais cliquer sur le suivant, je rejoins la session et on va avoir un 3e joueur qui va arriver incessamment sous peu dans la partie. Voilà. Et donc maintenant, l'idée, c'est de se dire, OK, donc ils ont été TP dans la map de jeu, ça c'est pas un souci. Et l'idée c'est de se dire sur l'autre qui a toujours du coup la session, enfin en tout cas le serveur qui apparaît dans sa liste mais qui est allé prendre un café entre temps, du coup quand je vais cliquer dessus, là le but c'est de vérifier si justement il va nous envoyer ou pas, s'il va nous dire en gros est-ce que la session existe toujours ou pas. Et là, vous voyez que pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Et en fait, il ne va rien se passer. C'est-à-dire qu'il essaie de voir, il essaie de rejoindre la session, mais en fait, il ne la trouve plus, donc du coup, il ne se passe rien. Donc là, il y a un petit X, c'est-à-dire qu'au niveau de, de l'expérience utilisateur, c'est nul, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'information. Mais au moins, on ne rejoint pas la session. Donc, il ne nous reste plus qu'à customiser un petit peu l'affichage et dire, pour que ce soit cool quand même pour l'utilisateur, il faut gérer justement le cas où la session n'existe plus. Ça va se situer à cet endroit-là. C'est-à-dire que si elle existe, on la rejoint. Si elle n'existe pas, on va faire quoi? En fait, là, on va faire quoi? C'est tout simple, il existe déjà. C'est-à-dire que dans notre email, quand on clique sur le bouton Find Sessions ici, on va vider cette vertical box, c'est-à-dire qu'on vide toute la liste des serveurs pour mettre à jour, et on va rechercher à nouveau toutes les sessions pour afficher toutes les sessions disponibles. Donc toujours dans ce email, je vais dans l'onglet graphe ici, je regarde l'endroit où on fait ça. On le fait actuellement sur le bouton quand on recherche justement la session. Et du coup, on se dit quoi? En fait, on se dit que tout ce qui est ici, on va l'utiliser plusieurs fois. On va l'utiliser quand on va cliquer sur le bouton Find Sessions, donc ici. Mais on va aussi l'utiliser finalement depuis l'UI serveur info ici. Quand on va vouloir rejoindre une session qui n'existe plus, le but, ça va être de dire, on recharge tout, on essaie de faire en sorte que le joueur trouve rapidement une partie. Donc au final, il faut lui relister les sessions qui, à l'instant T, sont disponibles. Donc au final, quand on va cliquer là-dessus, que la session qu'on souhaite rejoindre n'existe plus, il va falloir à nouveau exécuter cette portion de script qui est dans l'UI main. Donc, on ne peut pas en faire une fonction de ça, étant donné que vous voyez que la fonction Find Sessions, elle a une gestion du temps ici. Donc de ce fait, on va en faire un custom event tout simplement. Donc le bouton Find Sessions, je vais le délier. Je vais créer un custom event ici que je vais tout simplement appeler custom Find Sessions. On pourrait l'appeler n'importe comment si jamais vous avez plus d'inspiration. Donc ce custom event, il permet de faire tout ceci, c'est-à-dire tout le processus de recherche de session et d'afficher comme quoi il n'y a pas de serveur disponible s'il n'y en a pas. Ce custom event, on va donc l'appeler quand on va cliquer sur notre bouton pour trouver des sessions. Donc Find Sessions, on exécute ceci. Donc en fait, on a créé un custom event, mais ça fonctionne exactement comme on l'a vu précédemment. Et maintenant, ce que l'on souhaite faire, c'est donner la possibilité à ce widget-là que l'on crée par la suite de pouvoir exécuter cet event qui appartient à l'UI main. Alors le plus simple, à ce moment-là, c'est je retourne dans l'UI main et au moment où je crée ce widget de UI serveur info, c'est celui-ci, on va rajouter un paramètre ici qui va nous permettre de donner la référence
du widget parent, c'est-à-dire de ce UI main. Ce sera plus simple. Comme ça, on va pouvoir facilement communiquer avec lui et lui dire exécute ton custom event qui permet de mettre à jour la liste des serveurs. Donc pour faire ceci, dans le UI server info, ici, on va rajouter une variable. Donc je vais dans l'onglet graph, je rajoute une variable, je vais l'appeler UI main ref. Donc sous-entendu, c'est une référence à mon UI principal tel que je l'ai appelé. Le type de variable, vous le voyez, c'est juste au-dessus de ma tête. Du coup, ça va être un UI main et je vais sélectionner l'object référence ici. Et là, très important, à nouveau, instance editable et expose on spawn. Je compile. Et ça va me permettre, au moment où je vais créer le widget dans lequel on se trouve, c'est-à-dire celui-ci, au moment où on va le créer, on va pouvoir lui passer en paramètre justement cette valeur. Et ça se fait dans l'UI main. Donc ici, je vais faire un clic droit et je vais refresh mon node. Vous voyez que maintenant, quand je boucle sur toutes mes sessions, que je veux afficher et que je crée ce serveur info, j'ai ici la référence du widget principal. Et là, on va simplement mettre référence à self, puisqu'on est actuellement dans l'UI main. Et donc maintenant, quand on va créer le serveur info, on va en plus lui passer cette référence à l'UI main. On peut sauvegarder ça. On peut retourner dans l'UI main ici, on va dans l'onglet graph. Et là, maintenant, on peut dire, quand on clique sur le bouton, qu'on cherche la session et qu'au final on ne trouve plus la session parce qu'elle est pleine, on va prendre la référence à notre UI main et on va dire ici, tu vas exécuter ton événement qui s'appelle le Custom Find Sessions, qui va consister à vider la vertical box, à réafficher maintenant la liste des serveurs disponibles à l'instant T. On va refaire notre test et puis on va passer à la deuxième partie de ce tuto qui va concerner le fait de gérer tout ceci, mais côté game mode. Et vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Donc là, c'est en train de me lancer mes différentes sessions. Je vais essayer d'utiliser une fonctionnalité de Windows. On va voir si ça marche bien. Ça a presque bien marché. C'est pas grave, on était presque au bout du compte. Donc je crée une session. Je cherche plutôt des sessions chez les autres clients. On a donc nos sessions qui apparaissent. Je rejoins. Et on va voir comment ça va se comporter. Donc les deux vont rejoindre sans problème la session du serveur. Voilà. Et maintenant, si je me mets en plein écran, du coup, pour que vous voyez bien, côté du dernier client qui fait un late join, je clique là-dessus. Et là, du coup, c'est en train de rechercher la session. Ça ne va pas la trouver. Et ça va mettre à jour ma liste en disant, finalement, actuellement, il n'y a pas de session disponible. Dans 3, 2, 1, pas de serveur disponible. Donc voilà comment, dans un premier temps, on filtre au niveau des clients. Mais je vais vous montrer pourquoi ceci ne suffit pas. Hop, on va refaire la simulation. Alors, je vais en mettre moins, je n'ai pas besoin d'en avoir 6, je vais en mettre 4. On va relancer la simulation et vous allez voir que si rapidement on rejoint la session, en fait, Unreal ne suit pas, le plugin ne suit pas et il va laisser passer tout le monde dans le jeu. Et donc, du coup, c'est un petit peu ballot. Nous, ce n'est pas ce qu'on essaie de faire. Donc, Create Session, je vais lancer le Find Session sur tous et vous allez voir qu'on va faire une attaque rapide pour rejoindre la session et vous allez voir que les 4 joueurs vont passer, mais alors sans aucun problème. C'est parti, je vais essayer d'être rapide. 1, 2 et 3. Et vous allez voir qu'on va se retrouver à 4 joueurs en tout dans le jeu dans quelques instants. C'est-à-dire que cette vérification que l'on fait en fait au niveau des boutons, à un moment, il y a tellement d'informations qui passent à l'instant T que tout n'est pas géré et que du coup, ça laisse passer. De ce fait, passons à l'étape suivante qui va consister à dire « Ok, dans le game mode, on va gérer ceci. On va passer pour ceci dans le game mode du coup de la map de jeu. » Donc je filtre un petit peu, voilà, je vais dans mon game mode de jeu et je vais aller dans l'onglet Event Graph. Comment allons-nous faire ça? En fait, il y a différents événements, je vous en avais parlé dans une vidéo précédente. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est le Handle Starting Null Player ici. Il y a un autre événement qu'on va regarder dans le game mode suivant, celui du lobby. Mais là, on va s'intéresser à celui-ci. Cet event, il va être exécuté à chaque fois qu'il y a un joueur qui va arriver, qui va rejoindre justement la partie, ou en tout cas la map en question, le level de jeu. On a ici donc l'event qui va fire, on a également le player controller ici. Donc là, le but, ça va être de se dire, ok, comme on sait qu'on va avoir plein de joueurs qui potentiellement peuvent arriver en même temps et qu'il va falloir gérer cette information, et pour pas se retrouver dans le même cas de figure que ce qu'on a finalement dans le menu, en fait, on va gérer une espèce de liste. Donc tout le monde va arriver en même temps. Et nous, on va se donner du temps au moment où ça va se calmer pour analyser tout ça et se dire, ok, vous êtes 20, mais nous, on veut que 3 joueurs. Donc on en prend 3 et les autres, malheureusement, on les renvoie vers le menu. Alors pour faire ceci, pour créer cette fameuse liste, ce qu'on va faire, c'est déjà créer une variable. Ici, ça nous retourne les player controllers. Donc nous, on va créer une nouvelle variable qui va s'appeler player controllers. Je vais le mettre au pluriel étant donné qu'on va en avoir pas mal. On va le passer en tableau et le type, ça va être justement le type de la variable qui nous est retournée, à savoir
player controller un object référence. Et là, on va faire quoi? En fait, à chaque fois qu'on va avoir un nouveau joueur, on va venir ici utiliser notre fonction add unique pour être sûr qu'il n'y ait pas de doublon. Et on va venir alimenter ce tableau ici de joueurs. Donc ça, à chaque fois, ça va fire à chaque nouveau joueur. Donc s'il y a 50 arrivées simultanées, on va avoir 50 fois ça qui va fire. Donc on aura un tableau avec 50 références de player controller. Et justement, pour gérer ce côté massif d'arrivée qui peut arriver, on va utiliser une fonction qui était en délai, mais un petit peu différent, le retriggerable delay, qui va nous permettre de pouvoir remettre à zéro ce délai, ou en tout cas de le relancer depuis le début, dans sa longueur totale, je ne sais pas comment m'exprimer, à chaque fois que ceci va fire, si ce délai n'est pas terminé. Donc admettons que j'ai un joueur qui arrive, mon délai de 2 secondes, il commence à s'exécuter, mais une demi-seconde après, j'en ai un autre. Le délai de 2 secondes, il va repartir depuis le début. Et donc ça va nous permettre de dire, ok, à un moment, quand ce sera calme, quand on aura 2 secondes pour respirer un petit peu, alors à ce moment-là, on va enfin pouvoir se poser et on va pouvoir enfin passer à la suite. À la suite, ça va être quoi? Ça va être de se dire, bon ça y est, tout le monde est là, comparons le nombre de joueurs que nous avons actuellement avec le nombre de joueurs qu'on est censé avoir dans la partie. Le nombre de joueurs qu'on est censé avoir dans la partie, on va le récupérer avec les informations de session. Rappelez-vous, on a une fonction qui est le getSessionSettings qui nous permet d'avoir plein d'informations sur la session. Donc une fois que le success de cette fonction va fire ici, ça veut dire qu'on va retrouver toutes les informations de la session. Et là, le but, ça va être de dire, bon bah ok, on va pouvoir comparer le nombre de joueurs que nous avons avec le nombre de joueurs qu'on est censé avoir. Le nombre de joueurs que nous avons, soit on le récupère ici avec notre player controller, mais j'en profite pour vous rappeler qu'on peut le choper aussi différemment avec le GameState. Donc je vais faire un getGameState. Le GameState, rappelez-vous, c'est une classe. Il y a plein de choses qui se passent aussi de façon automatique dedans, notamment cette variable-là, qui est le getPlayerArray, qui va nous permettre d'avoir des informations sur le nombre de joueurs que nous avons, puisque cette variable va automatiquement s'alimenter et se désalimenter quand il y a des joueurs qui vont partir, et va nous retourner ici les player state. Mais en fait, peu importe ce que ça nous retourne, ça nous permet d'avoir le nombre de joueurs que nous avons, et c'est vraiment géré par Unreal directement, on n'a rien à faire à ce niveau-là. Donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la longueur de ce tableau va nous retourner le nombre de joueurs à l'instant T que nous avons. Et on va pouvoir vérifier si le nombre de joueurs actuellement que nous avons est supérieur au nombre de joueurs qu'on est censé avoir ici, avec ce que nous retournent les sessions settings. Hop là. Si ceci est vrai, c'est-à-dire que si on a plus de joueurs qu'est-ce qu'il faut, alors ça veut dire qu'il va falloir filtrer. Donc là, on va mettre un booléen et qu'on va relier ici au success. Et du coup, on va dire, OK, c'est ici que le travail intéressant va commencer. Donc effectivement, là, il va falloir qu'on filtre. Comment est-ce qu'on va pouvoir filtrer ça? Le but, là, on va travailler du coup sur un tableau, sur ce fameux tableau des player controllers. Pourquoi je suis parti sur les player controllers? Parce que c'est généralement ce qui va nous servir de référence en multijoueur pour faire plein de choses justement au niveau des joueurs. C'est vraiment, c'est pas le personnage qu'on contrôle qui est l'élément principal dans le multijoueur, c'est vraiment le player controller. C'est ce qui permet d'identifier les joueurs qui sont derrière leurs écrans. Et donc là, justement, ce player controller qu'on a alimenté, le but c'est de dire, on va boucler dessus et on va venir supprimer les joueurs qui sont en trop dans la partie. Pour faire ceci, il faut faire attention parce qu'on va travailler sur un tableau et du coup, on va enlever des valeurs du tableau. C'est-à-dire que là, on va boucler dessus et on va dire, OK, est-ce que ce joueur, il doit rester ou pas? Ce joueur, non, il ne doit pas rester, il est de trop. Du coup, on va l'enlever. Mais ça veut dire qu'on va enlever un index du tableau. Et le tableau, voyez ça un petit peu, un tableau comme, c'est un petit peu comme Tetris. C'est-à-dire que le premier élément, il va être tout en bas, ça va être la première ligne. Puis le deuxième élément du tableau, donc le deuxième joueur, ça va être la deuxième ligne. Et au fur et à mesure que vous allez supprimer des lignes, entre guillemets, les lignes du haut vont aller prendre la place des lignes du bas. Donc ça veut dire que votre index dans un tableau, quand vous allez avoir le premier élément dans le tableau qui est l'index 0, si vous le supprimez, l'index 1 va devenir l'index 0. Vous n'avez pas un identifiant unique comme dans une base de données. Non, là, votre identifiant, il bouge. L'index, il bouge en permanence. Donc, il faut prendre les choses à l'envers pour que ce soit plus simple. C'est-à-dire que plutôt que de supprimer le premier élément du tableau, on va faire une boucle sur le tableau, mais on va supprimer toujours le dernier élément du tableau. Comme ça, on est sûr qu'on n'ait pas ce côté imbrication qui fait que les index ils prennent la place des autres. Non, nous, on va prendre les choses à l'envers depuis la fin. Vous allez voir, ça va devenir compréhensible assez rapidement. Et ça, on va le faire avec une fonction, plutôt une macro, qui s'appelle un reverse for each loop. C'est le for each loop que vous connaissez. On lui fait passer ici la référence du player controller, mais du coup, ça va le faire à l'envers. Ça veut dire qu'on va looper à l'envers sur le tableau, on va prendre les éléments de la fin vers le début. Et nous, ce qu'on va dire, c'est qu'au fur et à mesure qu'on va filtrer les éléments, on va supprimer les joueurs qui sont en trop et passer à l'index suivant. Et du coup, en prenant à l'envers, on ne va jamais se retrouver avec deux index comme ça qui vont se confondre.
Alors justement, comment on va faire ça? On est en train de prendre le tableau à l'envers, et donc là, on est en train de dire, ok, l'index du tableau sur lequel on se trouve, comment est-ce qu'on va gérer le fait de se dire, ok, on peut le prendre ou on peut ne pas le prendre. On va faire une vérification, savoir si cet index, il est supérieur ou égal. Et là, on va récupérer à nouveau le nombre de joueurs que l'on doit avoir. C'est-à-dire que ici, nous avons le nombre de joueurs. Alors, vous allez voir, on va faire ça bien en plus. On va partir de là, on va créer un nœud et on va venir l'ajouter ici. C'est incroyablement beau ce que nous pouvons faire en reliant des nodes avec des fils. Ceci est de l'ironie. Donc du coup, on fait la vérification, savoir si actuellement l'index sur lequel on est en train de boucler sur le tableau, s'il est supérieur au nombre de joueurs que l'on peut avoir, supérieur ou égal. Et du coup, si c'est le cas, ça veut dire qu'on va pouvoir supprimer ce joueur, on va pouvoir le kick. Et justement, il y a une fonction qui nous permet de faire ça. Cette fonction, elle s'appelle kickPlayer. Et elle demande ici en paramètre le player controller. Ça tombe bien, on est en train de boucler sur un tableau de player controller. Donc on a juste à relier notre player controller ici à notre fonction de kick. Ici, on peut rajouter une raison, mais pour l'instant, je ne vois pas comment on peut la récupérer après si c'est dans les logs. Maintenant, on va mettre serveur complet pour le fun, et peut-être que dans les vidéos suivantes, j'aurai l'occasion de vous dire on le récupère à tel endroit et on peut informer le joueur. Donc du coup, serveur complet. Là, attention, qu'est-ce qui va se passer quand on va kick le player? Le player, il va être renvoyé vers la map, vers le level initial du jeu. Et ce level initial, il est renseigné ici dans les settings, project settings. Vous filtrez en tapant map. Et ça va être à cet endroit-là le game default map. En l'occurrence, on va mettre le menu. Vous ne l'avez pas. Moi, j'ai déjà mis précédemment. Donc, mettez le menu pour bien renvoyer les joueurs vers le menu au moment où ils vont être kick. Sinon, ils vont être renvoyés vers la map de base en third person et c'est pas là où on veut aller. Par la même occasion, vous pouvez mettre le menu ici aussi, qui sera la map du coup quand vous allez lancer votre projet à chaque fois que vous allez lancer Unreal. Donc en ayant fait ça, ça veut dire que quand on va kick le joueur il va être directement amené là où il faut. Enfin, comment est-ce qu'on va faire pour supprimer ce player controller ici, ou en tout cas pour mettre à jour ce tableau de player controller, parce que là, on kick le joueur, mais sans player controller, il est toujours enregistré dans le tableau. Eh bien, on a un autre événement dans les game modes qui nous permettent de gérer ce qui se passe quand le joueur est déconnecté. Et là, le kick, il va déconnecter le joueur, justement. Et cet événement, on vient ici sur fonction et on va override le onLogout. Le onLogout nous permet d'afficher ici un nouvel événement. Ce nouvel événement, quand il va fire, donc quand le joueur va être kick, justement, ici, ça nous retourne non pas le player controller, mais le contrôleur. Donc nous, il nous faut travailler sur du player controller parce que notre variable ici, on a créé une variable de type player controller. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cast sur la classe player controller. Comme ça, on ne sera pas embêté pour pouvoir utiliser cette référence-là. Et là, on va faire quoi? On va prendre notre tableau de player controller. On va faire un remove, pas l'index mais l'item, puisqu'ici, on a vraiment référence au player controller en question et pas à l'index dans un tableau. Donc on prend cette référence, on la fait passer ici. Et du coup, ça veut dire que quand le joueur va être kick, automatiquement le logout va être exécuté. Et le logout, il va mettre à jour le tableau des player controllers pour dire, bon, on en avait 10, il ne m'en faut que 3. Le 10e, le 9e, le 8e, etc. Je les supprime jusqu'à avoir uniquement 3 références dans mon player controller. Donc voici à quoi ressemble notre script pour la partie je vire tout le monde. Maintenant, parce que sinon ce serait pas fun, c'est l'occasion de ce tuto de vous montrer plein de choses. Libre à vous à regarder les vidéos plusieurs fois pour bien tout saisir. Nous sommes ici, dans un starting null player. Et cet événement-là, il fait sauter une chose, il fait sauter ceci. Quand on va dans le game mode ou quand on va ici dans les classes défauts, c'est pareil. Vous avez ici le default pawn class qui, par défaut, est à défaut caractère, je crois, ou quelque chose de ce genre-là. Défaut pawn, pardon. Vous pouvez aussi mettre le third person, mais là, volontairement, je l'ai mis à none parce que justement, quand on utilise cet événement-là, ça nous permet à nous-mêmes de pouvoir définir la classe qui va être utilisée par le personnage. Donc, dans ces cas-là, une fois qu'on a fait tout notre travail de filtre pour dire aux gens vous êtes en trop, vous partez et tout, alors à ce moment-là, on va pouvoir dire ok, la loupe est terminée ici, on va pouvoir travailler là-dessus. Et le travailler là-dessus, ça va être de dire, premier élément très important, de mettre à jour la session. C'est-à-dire que même si la session, elle gère automatiquement le nombre de joueurs, on pense qu'elle gère tout automatiquement, à savoir quand on lui renseigne le nombre de joueurs maximum qu'on souhaite de pouvoir mettre à jour automatiquement quand des joueurs partent et tout. Non, là on a fait des tests en live tout à l'heure sur Twitch et il faut vraiment, une fois qu'on a fait tout le travail de kick de joueurs, une fois que c'est terminé, il faut update la session. Vous avez un node qui s'appelle update session, c'est pas pour rien. Donc là sur la fin du tableau, on l'exécute. Ceci nous permet de bien mettre à jour la session et ça va bien prendre en compte le vrai nombre de joueurs restant dans la partie. Attention, quand on fait l'update session ici, ça nous demande des paramètres parce que si on l'update mais qu'on laisse les paramètres par défaut,
On fait péter les extra settings, le nombre de public connections il repasse à 100 et pas à 3. Donc, étant donné que nous, dans notre script ici, à un moment, on récupère les settings de la session actuelle, le nombre de connexions que l'on souhaite dans la partie, on va le prendre et on va le relier aux public connections. Et enfin, les extra settings ici, on va les prendre et on va les relier ici aux extra settings. Et comme ça, on est sûr que tout soit validé. Attention, après, on n'a pas utilisé ces paramètres-là, mais si vous les utilisez, faites attention à bien tout repasser en paramètres. Moi, j'avais gardé les paramètres par défaut. Donc maintenant qu'on a fait ça, on a viré tout le monde. On dit à la session, allez, mets-toi à jour, maintenant tu as le bon nombre de joueurs. Et bien là, on va pouvoir reprendre les player controllers. On va pouvoir boucler sur chacun des player controllers et dire, bon, là, les gars, maintenant, il est temps de faire spawn vos personnages que vous allez utiliser. Donc on m'a posé la question d'ailleurs en commentaire, savoir pour le choix des persos, comment ça pourrait se passer. Ceci est un petit indice de comment ça peut se passer. Donc là, on va sélectionner la classe de personnage. Moi, je vais sélectionner le third person. Le spawn transform, pour l'instant, je ne le gère pas. Donc, je vais splitter la structure de façon à pouvoir laisser les valeurs par défaut ici à 0. Mais vous pourriez très bien spécifier le choix d'un player start et renseigner le transform ici pour faire spawn le joueur à un endroit précis. Précision, étant donné qu'ici, je mets 0 en spawn transform location, c'est très important de vérifier que dans votre map de jeu, donc du coup, j'y retourne dans la map de game. Vous prenez votre sol, entre guillemets, et vérifiez bien dans le panel details ici qu'en Z, rentrez bien la valeur 0, parce que sinon votre personnage va spawn sous la map et donc il va tomber. C'était la petite parenthèse. Je retourne dans ma map de menu, puisque tout à l'heure, on va lancer notre programme depuis la map de menu. Donc je retourne dans mon game mode ici. Pour chacun des contrôleurs, je fais spawn un caractère, et ce caractère ici, on va le possess. Je vais partir depuis ici la référence du player controller. Je vais taper possess et cette fonction va me permettre de posséder quoi? Le pawn qu'on vient de créer. On fait spawn la classe et on possess dans la foulée. Donc ça du coup, ça veut dire qu'on kick tout le monde. Une fois que tout le monde est kick, on update la session, on boucle sur tous nos contrôleurs et on y va. Mais il y a un cas de figure également qu'il faut prendre en compte quand même dans notre script avant de rentrer dans tous les tests, c'est de se dire ici, ok, quand il y a tout le monde qui arrive en masse ou qui arrive petit à petit, peu importe, on met les settings, on fait une vérification ici de savoir si on n'a pas trop de joueurs. Et si on a trop de joueurs, on fait quelque chose. Mais si on n'a pas trop de joueurs, on fait quoi? Il faut quand même que l'on fasse quelque chose. Et ce quelque chose, ça va être tout simplement de se dire, on va vérifier si on a assez de joueurs pour lancer la partie. Et si on a assez de joueurs pour lancer la partie, alors à ce moment-là, on update la session et puis on fait spawn les personnages et puis let's go. Après, c'est vraiment à vous à faire ce que vous voulez dans vos jeux, mais c'est vraiment pour vous présenter la forme, parce que si je fais rien ici, ça veut dire que tant que j'aurai pas trop de joueurs, j'aurai pas de personnage à contrôler, puisque ceci ne sera jamais exécuté. Donc là, on peut faire une deuxième vérification, c'est se dire, ok, le nombre de joueurs actuellement que nous avons dans la session, alors pour que ce soit un petit peu plus clean, on peut très bien copier ça et l'utiliser ailleurs, on va vérifier si ce nombre-là est égal au nombre de joueurs que nous voulons avoir dans la session. Depuis le get settings ici, get session settings, on récupère ça. Là, on fait une vérification aussi. Et cette vérification de dire, OK, est-ce qu'on a le nombre de joueurs voulu? On va le mettre depuis ici, le false. Bam, ça veut dire que si on a trop de joueurs, on fait quelque chose. Et si on n'a pas trop de joueurs, on vérifie si on a assez de joueurs finalement, si on a le nombre voulu de joueurs pour faire quelque chose. Et si ceci nous retourne true, alors à ce moment-là, on peut update la session et lancer la partie. Donc voici à quoi va ressembler notre script. Je vous propose tout de suite de le tester. Donc je vais lancer play ici et on va tester ça immédiatement. Toujours depuis la map de menu, c'est très important pour suivre tout notre processus de création de session. À partir des vidéos suivantes, on n'aura plus besoin de passer par ce processus-là, maintenant qu'il sera fonctionnel. Vous verrez, on va gagner énormément de temps pour lancer justement nos tests. Donc là, je recherche mes sessions un petit peu partout. Et cette fois-ci, donc, on va spammer justement la recherche de session, juste pour vous montrer que ça ne passera pas. Donc là, je spamme les 3. Donc là, ce qui va se passer, c'est que dans le lobby, on va tous se retrouver. Donc on va se retrouver à 4. Et quand on va être téléporté dans la map de jeu, par contre, là, il va y avoir le filtre, puisque pour l'instant, c'est dans le game mode de jeu qu'on fait ça. Donc là, vous voyez, on est 4 joueurs, et bim, il y en a un qui a été éjecté, et les autres, ils ont bien le personnage qui est apparu. Donc on a bien le travail qui se fait sur le game mode, qui nous permet de pouvoir dire, bon ok, les gars, vous dégagez. Ce travail étant fait, maintenant on va le faire également pour terminer sous guise d'entraînement, et ce sera l'occasion de voir un autre node. On va le faire du côté du lobby cette fois-ci. Donc on va retourner dans la map de lobby, on va rentrer dans le game mode de lobby et on va revenir un petit peu sur ce qu'on avait fait ici. Dans le lobby, on avait dit quoi? On avait dit que sur le post login,
on récupérait les informations de session et on vérifiait si on avait assez de joueurs pour ensuite passer à la suite. Ben, finalement, nous, ce qu'on va faire, c'est modifier ce script et l'adapter par rapport à ce qu'on vient de faire. Donc, on va prendre ce qu'on a fait dans le game mode. Je ne vais pas prendre le starting new player ici, mais tout ce qui est à la suite ici, on va le prendre. Hop là, comme ça, on l'aura sous les yeux et on va pouvoir directement dans le game mode du lobby s'en inspirer. Donc, je me positionne dessous et on va s'inspirer de tout ceci. Donc là, on a dit quoi? Sur le post login, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder la même logique. C'est-à-dire que notre tableau de player controller ici qu'on va venir alimenter, on va garder cette logique-là. À savoir, quand vous faites un copier-coller comme ça d'une classe vers une autre et que la variable n'existe pas, vous voyez qu'il y a une petite couleur ici qui apparaît. Si on compile, ça va générer de toute façon après des erreurs quand on va réaliser ceci. Mais si vous faites clic droit dessus et que vous faites create variable player controllers, ça va créer automatiquement la variable avec ce nom-là et avec le bon type. Donc vous gagnez du temps à faire ceci. Donc là, on va se dire, ok, finalement, quand on va lancer notre script, ceci on le garde. C'est-à-dire qu'on va créer notre tableau. On va mettre notre délai pour faire comme tout à l'heure, gérer le fait de savoir s'il y a beaucoup de monde ou pas. Donc au final, pour l'instant, facile. Après, on récupère les sessions settings. Finalement, c'est ce qu'on faisait au-dessus. Regardez, si on superpose un petit peu les deux codes, on suit la même logique que ce qu'on avait. On récupère les sessions. Sauf qu'avant, on gérait uniquement le fait de se dire est-ce qu'on a assez de joueurs et on y va. Et donc là, nous maintenant, on a cette particularité de dire non, on vérifie si on n'a pas trop de joueurs. Si on en a trop, on les kick. Et si on en a assez, à ce moment-là, on lance la partie. Vous allez voir qu'en fait, on va quasiment reprendre la même chose et on va simplifier ce qu'on a fait dans le game mode de jeu. On va récupérer notre event post-login ici. Je le délie par rapport à ce qu'on avait fait précédemment et je le lie ici à notre script qu'on a copié-collé. Le new player, je le rajoute ici, c'est la référence au contrôleur. Donc, un joueur se connecte, on rajoute ceci, on met notre délai, on vérifie si on n'a pas trop de joueurs. Si on a trop de joueurs, on fait quoi? On kick le joueur. Donc, tout ça, on garde exactement la même logique que le game mode de jeu. Si jamais on a assez de joueurs, à ce moment, ou si tout simplement on a fini notre script de kicker les gens, à ce moment-là, on arrive ici, on update la session, donc ça on garde. Et finalement, la seule chose qu'on n'ait pas besoin de garder, c'est ceci. Parce qu'en fait, quand on utilise ce node là, le post-login va récupérer automatiquement dans le game mode la classe par défaut qui est renseignée dans le default.class. Et comme là, on a justement renseigné dans le lobby cette classe-là, je fais exprès de vous montrer les différentes façons. Du coup, en utilisant le post-login, on n'a pas besoin de spécifier de classe. Ça veut dire que dans notre script ici, on n'a pas besoin à la fin de dire parfait, on boucle sur les contrôleurs, on crée une classe et on possède. On n'a pas besoin de faire ça. Donc du coup, notre script, c'est tout simplement ça. On va pouvoir supprimer ce qu'on avait fait précédemment. Pardon, excusez-moi, il manque quelque chose de très important quand même, qui est le délai ici et le fait de faire le server travel. Mathieu, n'oublie pas le plus important. Je vous rappelle que nous sommes dans le game mode du lobby et que quand on a assez de joueurs justement pour rejoindre la partie, il faut faire le server travel vers la map de jeu. Et ça va donc se situer ici. On update la session. Quand la session est mise à jour, on met un petit délai histoire 2 et après le délai, on fait le server travel pour amener tout le monde vers la map de jeu. Donc là, on peut compiler ça. Et maintenant, ça veut dire que on peut supprimer ce bout de script qui nous reste et qui ne sert à rien. On peut supprimer ça aussi. Ce qu'on va rajouter par contre, qu'on n'a pas pris en compte, qu'on n'a pas copié-collé depuis notre script de game mode de jeu, c'est quand un joueur va se déconnecter, il va falloir venir mettre ça à jour, ou tout simplement quand un joueur va être kick du lobby, il faut mettre à jour. Donc là, on ne va pas copier-coller, on va se le refaire à la mano juste pour vous rappeler comment ça fonctionne. On va venir override une fonction. La fonction, c'est le onLogout qui va être appelé quand un joueur va se déconnecter ou va être kick. Ici, c'est une référence à un contrôleur et pas un player controller. Donc, on fait un cast sur la classe player controller qui nous permet donc de bien prendre en compte que ceci est un player controller, de bien faire la vérification et avoir le bon type de variable. Et du coup, on va prendre notre variable player controller. On va sélectionner remove item et l'item en question, ça va être le player controller qui est en train de partir. Et comme ça, notre variable est mise à jour automatiquement. On peut faire notre test final de cette vidéo qui aura été un petit peu longuette, mais je vous rassure, à partir de la prochaine vidéo, on passera sur tout ce qui est réplication en jeu. Ça va être un petit peu moins lourd et ça va être plus ludique, beaucoup plus visuel que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant pour la création de sessions. Donc là, on simule nos différentes fenêtres. Hop. On va essayer de rentrer comme des bourrins tous ensemble dans le lobby et vous allez voir que contrairement à tout à l'heure où le lobby nous a laissé rentrer à 4 et nous a téléporté dans la map de jeu à 4 et ensuite c'est la map de jeu qui avait fait le tri, là c'est le lobby directement qui va faire ça. Donc je rentre et je rentre. On va voir nos 4 joueurs qui vont arriver et il y en a un qui va être automatiquement enlevé du lobby. Regardez, hop,
On est 4 et il y en a un qui va sauter. Voilà. Et là, les joueurs vont être ensuite téléportés dans la map de jeu. Il y a un petit délai au début. Le personnage leur sont attribués et ensuite, ils peuvent bouger. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur ce que je voulais vous présenter du coup sur toute cette partie de création ou plutôt de gestion de session. Comment est-ce qu'on peut rejoindre une partie? Quelles sont les vérifications qu'on va faire? Ou comment on peut les faire en tout cas pour éviter d'avoir trop de joueurs pendant la partie? Bien entendu, il y a plusieurs façons de faire les choses. Ceci est une façon de les faire. Libre à vous de prendre cette façon, de la faire différemment, d'essayer de voir comment est-ce que vous pourriez gérer ça différemment. Mais voilà, c'était un chapitre important. Vous n'êtes pas obligé, si vous avez tout compris, de faire vraiment un blocage sur cette vidéo. Vous pouvez très bien zapper cette vidéo, continuer le tuto multi, regarder toute la partie réplication, revenir là-dessus par la suite. Mais voilà, c'était un passage important, je pense, parce qu'il y a pas mal de personnes en commentaire qui m'ont dit finalement, j'arrive à être à 4 ou 5 sur ma map alors que c'est limité à 3. Comment ça se fait? Vous avez maintenant les éléments de réponse. Je me prépare tout de suite pour la prochaine vidéo avec la réplication. Je vous dis à très bientôt, ma chère commu. L'espace communauté, l'espace commentaire, pardon, est là pour échanger avec la communauté. Ciao!